nous allons ouvrir donc ce deuxième. On peut l'applaudir. Alors, pour que tout le monde le voit bien, c'est Christophe Gély, il vient de Strasbourg. Tout ce que vous avez entendu, c'est une improvisation à partir de lignes musicales qu'il écrit, bien sûr. Mais il faut que vous sachiez que c'est vraiment dans l'esprit d'Embarcadère, il se laisse porter par sa propre poésie, la poésie du moment, et il écrit ses ballades qui vont rythmer tout le festival. Alors on va commencer par l'interview de Tang Loaek. Le petit Tang est demandé sur scène. On peut l'applaudir. Merci. Alors, ça me rajeunit beaucoup le petit Tang, parce que lorsque j'étais enfant, il y avait 3 Tangs. Il y avait l'Antin, donc la vieille Tang. Il y avait son Tang, qui était la Tang du milieu, donc qui était ma mère. Et il y avait petit Tang, qui était moi. Et comme ma mère était parfois, qui est d'origine chinoise, faisait des concerts de chants traditionnels chinois. Certaines fois, elle avait une vieille pianiste chinoise qui s'appelait Alberte Tang, donc qui était l'Antin, la vieille Tang, et je l'accompagnais parfois au violon chinois, et j'étais le petit Tang, donc ça faisait le trio. Merci de cette cure de jeunesse. J'ai eu une bonne inspiration. Alors... Oui, c'était pas du tout concerté, n'est-ce pas? Ah non, puisque nous aurions pu, on vient de découvrir, et c'est assez amusant qu'on aurait pu se croiser pendant au moins 7 ans dans une ville qu'on a vécue tous les deux, à Shanghai. Et c'est finalement à La Rochelle qu'on se rend compte, comme quoi, vous voyez, c'est quand même une ville très cosmopolite, hein, on ne s'y attendait pas. Alors, vous venez d'éditer un premier livre, si je ne me trompe, aux éditions Passiflore, qui ont un stand juste derrière. Vous pourrez découvrir aussi leurs autres romans. Un livre qui s'appelle Les enfants nègres et qui aborde un point extrêmement méconnu. Et vous voyez, je viens de vous le dire, j'ai vécu longtemps en Chine et pourtant j'ai découvert, je suis tombée des nues en lisant ce livre bouleversant, je dois dire, puisqu'il est question du trafic d'enfants en Chine, du trafic d'enfants qu'on enlève pour les faire travailler dans des usines. Alors, on est à peu près tous au courant du travail des enfants dans les usines en Chine, mais on ne sait pas forcément, on n'est pas forcément au courant de tout le trafic un peu mafieux qu'il y a derrière. Alors, je voulais vous demander, Tang, quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui en Chine? Est-ce que c'est massif? C'est massif, malheureusement. C'est massif en chiffres, puisque l'on parle d'un stock, excusez-moi d'employer ce terme, mais d'un stock de 200 000 enfants qui auraient été enlevés, qui seraient dans la nature et qui n'ont jamais été retrouvés. Et ça veut dire qu'en termes de flux, là encore, j'emploie des termes techniques pour masquer un petit peu l'horreur humaine de la chose. En termes de flux, on parle de milliers d'enfants enlevés chaque année. Et en fait, ce chiffre va de 3 000, 4 000 selon les chiffres de la police, à plutôt 30 000 selon les chiffres qui circulent sur les médias sociaux chinois. Donc c'est énorme. Alors on rapporte ça à un pays qui fait 1,4 milliard de personnes en pure statistique. Voilà, rapporter 1,4 milliard, rien n'est important. Et pourtant, en termes de masse de drame humain, c'est énorme, parce que tous ces enfants ont évidemment des parents qui sont absolument désespérés, qui espèrent les retrouver et qui généralement ne les retrouvent jamais. Alors, c'est un roman bien documenté, puisque vous connaissez très bien le sujet. Et justement, c'est un roman qui aborde ces deux points que vous venez d'aborder. On a deux narrateurs, on a un enfant qui a été enlevé, Xiaomi, et qui a 14 ans, au moment où il commence à raconter. Il est dans une usine qui fabrique des coques de téléphone
pas cher. Je suis sûre que parmi nous, malheureusement, on a certaines de ces coques. Donc cet enfant va raconter son quotidien dans cette usine qui est en vérité un camp, quasiment très proche de camp de concentration. Un camp de travail, certainement. Un camp de travail. Et on a un autre narrateur qui est le père de cet enfant qui, pendant 8 ans, va sillonner la Chine à la recherche de cet enfant inlassablement. Il va quadriller la Chine, enquêter, et on va suivre cette enquête absolument terrible, bouleversante, parce qu'on comprend qu'elle est assez inutile. C'est quand même chercher un enfant enlevé en Chine, vous imaginez un petit peu. Il part à la recherche de son fils. Pourquoi avoir choisi cette double narration? Alors, cette double narration, d'abord parce qu'on parle effectivement de drames, toujours en même temps, le drame des enfants et les drames des parents. Évidemment, il n'y a rien de plus atroce qui puisse être imaginé pour chacun d'entre nous, probablement, que d'imaginer que son enfant présent, son enfant futur, puisse être enlevé et disparaître. Deuxièmement, c'est vraiment cette douleur des parents est d'autant plus forte que c'est quelque chose qui dure. Il est terriblement difficile de pouvoir mettre en face l'un de l'autre un enfant qui a été enlevé un jour et des parents qui le recherchent. Et la première raison, c'est que c'est des enfants qui sont enlevés en général assez jeunes et à des âges où la mémoire du lieu exact où ils sont nés, la mémoire même de leur nom de famille, peut se perdre rapidement. Donc très souvent, après quelques années, même s'ils s'échappaient après quelques années, il sera impossible de les amener à rejoindre leurs parents, parce qu'ils ne savent pas qui sont leurs parents. Et ce qui est terrible, c'est que vous dites, c'est presque mieux, ceux qui ne se souviennent de rien s'en sortent mieux que ceux qui ont le malheur d'avoir quelques souvenirs qui surnagent et qui les attachent encore à cette vie antérieure, pour laquelle ils peuvent encore avoir l'espoir de retourner. Vous dites ceux qui s'en sortent finalement assez bien, c'est ceux qui n'ont plus de mémoire du tout et qui ont été enlevés tout jeunes et pour qui ce camp de travail a été véritablement leur crèche, leur famille. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Xiaomi qui le dit. Je m'efface derrière les narrateurs et effectivement, c'est la façon dont c'est perçu parmi ces enfants. Ceux qui se raccrochent à quelque chose, qui croient pouvoir retrouver quelque chose, et ceux qui ont le moins de chances de pouvoir se remettre du déchirement que ça leur représente. Et c'est malheureusement souvent la réalité, même si c'est un sujet qui est terrible, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait de la lumière qui subsiste dedans. Je ne cherche pas à vendre du happy ending irréaliste, mais en même temps, il y a deux sources de lumière dans ce livre. La première, c'est celle des enfants eux-mêmes. Parce que, fort heureusement, chez les enfants, il y a parfois des choses extraordinaires, et notamment une résilience qui résiste, qui persiste, qui subsiste, qui leur permet de subsister pour certains. Et il arrive que malgré les drames, malgré les choses terribles qui leur arrivent, ils conservent espoir, ils conservent une capacité de grandir, de vivre. Et c'est une première source de lumière. Et la deuxième source de lumière, évidemment, elle est chez l'autre narrateur qui est un père et qui est un de ses parents aimants qui passe des années à la recherche de leurs enfants. On reviendra sur le pourquoi peut-être, mais le pourquoi on l'a mentionné, c'est cette absence de mémoire qui fait qu'il est très difficile de les réunir. Mais s'il a très peu de chance de retrouver son fils, c'est ailleurs. Vous avez dit, Isabelle, que c'était son père. Alors, moi je maintiens dans ce roman un enfant et un parent à la recherche de l'autre, sans qu'on l'on sache jamais, sauf peut-être à la fin. Et encore, on n'en est pas tout à fait sûr, je ne vous révèle pas la fin du livre, et on sans qu'on ne sache jamais si c'est bien cet enfant qui est le fils de ce père. Par contre, ce père, au fil de ses chapitres, va faire des rencontres. Et il va rencontrer des enfants qui ne seront pas les siens, mais c'est un homme
débordent de cet amour paternel contrarié et désespéré, et à chaque fois qu'il rencontre un enfant, c'est cet amour qui déborde également et cette tendresse qu'il partage. Donc voilà, au milieu d'un drame qui est terrible, j'ai voulu tout de même donner, partager de l'espoir et de la tendresse aux parents comme aux enfants, qui sont des gens que j'ai rencontrés en Chine, et effectivement, j'ai rencontré quelques enfants, pas beaucoup parce qu'ils sont enlevés, n'est-ce pas, et qu'il y en a que peu qui réapparaissent. Par contre, les parents, eux, subsistent bien, ils sont derrière, ils continuent d'espérer retrouver leur enfant, ils manifestent dans des jardins publics, avec les photos de leur enfant, dans l'espoir, futile ou pas, mais de pouvoir les retrouver, que quelqu'un puisse leur dire un jour « Ah, j'ai vu quelqu'un, il lui ressemble, est-ce que ce serait ça ?» Alors, vous dénoncez, il y a cet aspect romanesque qui est bouleversant, mais vous dénoncez le silence des entreprises, des grosses multinationales qui se cachent derrière de multiples sous-traitants. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est lui, et tout le monde fait semblant de ne pas voir. Et il y a un système extrêmement méthodique qui s'est mis en place en Chine, où tout le monde couvre tout le monde pour que ce système d'esclavage, de trafic perdure. Alors, c'est une vérité. Très souvent, ce travail légal est réalisé par les sous-traitants, d'un sous-traitant, d'un sous-traitant, qui fait qu'il y a de multiples étages, il y a millefeuilles entre l'entreprise finale qui porte une marque et qui pourrait être critiquée pour ça, et la source de fabrique. Je n'aime pas tant parler de dénoncer, peut-être parce que je ne suis pas un révolté, je suis quelqu'un qui veut que les choses s'améliorent. Mais par contre, alerter, oui. Rappeler, oui. Rappeler la vie de ces enfants, c'est leur donner plus de chances que leur situation soit prise en compte, c'est maintenir la vigilance pour lutter contre ces détournements, contre ce travail illégal, et ça fait partie des très belles raisons, pas seulement de lire le livre, bien entendu, mais également d'en être l'ambassadeur et de partager cela, faire connaître la chose autour de soi. Comme vous l'avez dit, on n'en voit pas beaucoup en France et on pourra en parler beaucoup plus. Et c'est une façon de leur montrer de la tendresse et de leur donner une chance que leur usine soit un jour fermée. Alors, ça tombe bien parce que vous disiez finalement, je ne souhaite pas dénoncer parce que je voulais terminer sur cette notion. Ça n'est pas seulement un roman engagé comme on peut retrouver, c'est le roman d'un homme engagé. Parce que vous-même, en tant qu'homme, bien sûr en tant qu'écrivain à travers ce livre, mais en tant qu'homme, vous menez un combat sur le terrain depuis des années pour aider financièrement, pour aider logistiquement, pour aider à retrouver les quelques enfants au sujet desquels on peut espérer avoir une trace. Alors, effectivement, et je ne suis pas là pour mettre en avant mon action, et la réalité, c'est que comme vous, j'ai passé des années en Chine sans prendre conscience de l'ampleur de ce drame. Et j'ai déployé une activité qui relevait de l'entrepreneuriat social, et on s'est attaqué à un sujet, puis à un autre, et un jour, j'ai demandé à la trentaine de Chinois qui travaillaient avec moi sur ce sujet. Maintenant, on a réussi à traiter ce sujet, il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est des choses qui tournent. Quel est l'autre drame en Chine auquel vous pouvez penser et auquel personne ne répond aujourd'hui? Et c'est eux qui m'ont dit, il y a ce sujet, il y a ces enfants qui sont volés, on le sait tous, on en parle dans les médias sociaux chinois, on en parle parfois un petit peu dans la presse, mais en fait dans la presse, c'est très particulier puisque l'État chinois n'aime pas beaucoup parler des sujets qui sont douloureux, qui sont difficiles, donc on en parle surtout lorsqu'un enfant est retrouvé. Alors oui, lorsqu'un enfant est retrouvé, ça on en parle dans la presse, tout le monde est content, etc.
Mais ils m'ont dit que c'est à ça qu'il fallait s'attacher et c'est à ça qu'il fallait. C'est autour de ça qu'on a cherché à construire des communautés de milliers, de dizaines de milliers de personnes pour essayer de lutter contre ces enlèvements d'enfants en permettant aux alertes de démarrer beaucoup plus tôt, en permettant financièrement de créer une solidarité qui permet de financer ce qui est nécessaire, qui est une réaction immédiate dès l'instant où un enfant est enlevé. Si, comme dans beaucoup de pays, pas en France d'ailleurs, mais le phénomène est tout à fait marginal en France, si, comme dans beaucoup de pays, la police attend 2 ou 3 jours pour être certain que l'enlèvement est avéré lorsqu'on signale une disparition, c'est beaucoup trop tard, les chances de retrouver l'enfant ont disparu, les traces sont froides, elles sont refroidies. Et il y a besoin de pouvoir réagir immédiatement dans les heures qui suivent. Et c'est ça qu'on a essayé de faire et de construire. Et c'est ce qu'on a lancé à l'origine. Il y a beaucoup d'autres acteurs en Chine qui le font également. Je ne cherche pas du tout à prétendre que la seule personne qui ait pris conscience de ça en Chine soit un homme qui est à moitié chinois, à moitié français et qui a été le premier et le dernier à le voir. Il y a plein de Chinois qui en sont conscients. Ça fait boule de neige. Il y a de plus en plus d'organisations qui luttent contre cela. Donc il y a un mouvement qui est positif, mais il y a toujours des milliers d'enfants qui sont enlevés. Et donc tout ce qu'on peut continuer de dire pour faire prendre conscience du sujet, pour faire écouter les entreprises internationales qui, probablement largement involontairement, y contribuent, ça reste extrêmement important parce que c'est ça qu'il faut faire en permanence et qu'il y en aura toujours. Merci Tangloek. C'est un roman bouleversant qui décide vraiment sur une réalité méconnue. Vous pouvez retrouver Tang sur le stand de Passiflore qui édite d'autres très très beaux romans. Et je vous propose de l'applaudir. Merci Isabelle. Alors pour moi, pour Passiflore et pour tous les enfants évidemment qui en bénéficient de votre message. Merci.